Ce qui est complètement fou, en fait, dans cette histoire, c'est que, voilà, on ne sait pas. C'est comme si Vanessa s'était vraiment volatilisée à 150 mètres de chez ses parents. Et depuis 10 ans, presque 10 ans maintenant, aucune idée de ce qui lui est arrivé. Vanessa, tant qu'on ne saura pas ce qui lui est arrivé, on continuera à suivre cette histoire et à faire des articles. Comment peut-on disparaître sans ne laisser aucune trace ? Je pars faire un tour et je reviens, ne t'inquiète pas. Ce sont les derniers mots prononcés par Vanessa Meillet le mardi 6 décembre 2016. La jeune femme de 37 ans quitte le domicile de ses parents à Langrune-sur-Mer dans le Calvados. Il est 7h30 du matin et Vanessa part sans téléphone, sans sac et sans argent. Dès le lendemain, les gendarmes lancent un appel à témoins pour disparition inquiétante. Que s'est-il passé ? Où est-elle allée ? Vanessa s'est comme volatilisée. Nicolas Clèche travaille pour l'hebdomadaire Liberté Caen et il suit l'enquête depuis le début. Pour cet épisode du podcast, en première ligne, il revient sur bientôt 10 ans de mystère. Donc c'est ici que ça s'est passé ? Bah oui, c'est ça en fait. Donc c'était le 6 décembre 2016, c'était un mardi. Donc forcément à cette époque-là, il fait encore nuit le matin à cette heure-là. Vers 7h30, Vanessa, elle a dit à sa mère, je vais faire un tour, je reviens. Donc elle était habillée comme on est habillé le matin, en jogging, avec une polaire, une doudoune sans manches. Et elle est partie comme ça, sans ses affaires, sans argent, sans papier d'identité. Sauf que elle a dit je vais faire un tour, je reviens, mais elle n'est jamais revenue. Donc là on est devant le pavillon des parents de Vanessa, et sur le portillon il y a toujours presque 10 ans après l'appel à témoins qui est affiché avec des photos de Vanessa. Aidez-nous à retrouver Vanessa Meillet, âgée de 37 ans, cheveux longs noirs, yeux marrons, 1m60, 51 kg. Voilà, donc si les gens passent, si jamais un souvenir leur revient, ils peuvent appeler. Est-ce que tu te souviens comment vous avez été mis au courant ? Alors, c'est ma rédactrice en chef de l'époque qui était de permanence ce jour-là, et c'est elle qui a fait la tournée, ce qu'on appelle la tournée de faits divers, ce soir-là, en appelant les gendarmes. Ils lui ont appris qu'ils lançaient un avis de recherche suite à une disparition d'une jeune femme qui avait eu lieu la veille, le 6 décembre, et qui était déjà considérée comme inquiétante. Et donc dès le début aussi, on vous informe d'une potentielle fragilité psychologique. Est-ce que les pistes du suicide ou de la disparition volontaire ont d'abord été envisagées ? Alors bien évidemment, parce que dans les cas de disparition, les enquêteurs ouvrent toutes les pistes au départ. Donc évidemment, la thèse du suicide, c'est quelque chose auquel on pense malheureusement. Et là, en l'occurrence, effectivement, Vanessa, elle était effectivement hébergée chez ses parents, chez sa mère et son beau-père, pour être précis, à ce moment-là. Alors que c'est une femme qui avait 37 ans à l'époque, qui avait sa maison, qui travaillait, qui était décrite comme joyeuse, et qui allait très bien, qui adorait son travail par exemple. Tout allait bien, sauf que depuis quelques semaines, quelques mois, elle souffrait beaucoup d'une maladie qui justement, elle n'arrivait pas à savoir d'où venaient ces douleurs. Elle avait très très mal, notamment aux jambes. Elle avait parfois du mal à marcher, elle avait parfois du mal même à mettre ses chaussettes par exemple. Et du coup, ça avait forcément des répercussions sur son moral, au plan psychologique. Donc à ce moment-là, elle était un petit peu fragilisée psychologiquement. Donc la thèse du suicide est envisagée forcément par les enquêteurs, mais au même titre qu'un enlèvement, qu'une disparition volontaire, parce qu'on sait qu'en France, il y a des gens qui disparaissent tous les ans de façon volontaire. Donc au départ, les trois hypothèses sont envisagées. Et alors, premier tournant dans l'affaire, le 9 février 2017, donc 2 mois après sa disparition, les thèses de la disparition volontaire et du suicide sont écartées. C'est désormais la piste de l'intervention d'un tiers qui est privilégiée.
La procureure de la République, à l'époque, ouvre une information judiciaire contre X et saisit un juge d'instruction. Et là, dans ton article, toi, tu écris « En clair, Vanessa aurait pu être enlevée, séquestrée, voire tuée ». Alors, en fait, plutôt que de parler de nouveaux éléments, il faudrait plutôt parler d'absence d'éléments, finalement. Par exemple, pour écarter la thèse du suicide, c'est vrai qu'on se dit, Langrune, donc c'est au bord de la mer, si d'aventure elle était allée se jeter à l'eau, son corps aurait été ramené par la mer. D'ailleurs, je crois que pendant toute cette période, dès qu'un corps était ramené par la mer sur la plage, sur tout le littoral de la Manche, jusque de Cherbourg à Calais, les enquêteurs vérifiaient si c'était Vanessa. Donc ça n'a jamais été le cas. Donc voilà, donc c'est plus ça. Et concernant l'hypothèse d'une disparition volontaire, en fait, en général, les enquêteurs retrouvent assez rapidement des éléments. Là, il n'y avait aucun élément, si ce n'est, pour évoquer l'hypothèse de l'intervention d'un tiers, le fait que quand les enquêteurs sont allés sur place avec des chiens pisteurs, pour essayer de retrouver sa trace, évidemment, dès le lendemain, dès les premiers jours. Les chiens ont donc reniflé des affaires appartenant à Vanessa pour essayer de suivre sa trace. Et ils ont fait un chemin relativement court, 150 mètres, au premier carrefour. Ils ont tourné en direction de la mer. Et au premier carrefour, avant la digue, ils se sont arrêtés net. C'est-à-dire que les enquêteurs ont eu à ce moment-là la conviction qu'elle avait pu monter éventuellement dans une voiture, de gré ou de force, ça on ne le sait pas, mais que quelqu'un était là à ce moment-là, quelqu'un l'a vu à ce moment-là. Alors Langrune, c'est une commune, comme son nom l'indique, qui est au bord de mer, c'est sur la côte de Nacre, c'est à une quinzaine de kilomètres au nord de Caen. Voilà, c'est une petite station balnéaire, il y a un peu moins de 2000 habitants. C'est une station balnéaire qui est très calme, forcément hors saison. Puis voilà, il y a la mer, donc l'été ça s'anime plus, il y a pas mal de touristes. Est-ce que tu te souviens, au moment de la disparition, l'impact que ça a eu dans la commune ? Ah ouais, forcément ça avait marqué parce que c'est une commune tranquille qui n'est pas habituée fort heureusement aux faits divers. Donc quand il y a une jeune fille, une jeune femme de la commune qui disparaît, ça marque. Il y a tous les journalistes qui débarquent. Voilà. Et puis je me souviens que un an après la disparition, donc en décembre 2017, il y avait une marche silencieuse qui avait été organisée par la famille avec le soutien de la municipalité. Il y avait énormément de monde qui s'était déplacé parce que les gens étaient forcément touchés. Et alors justement, en décembre 2017, le gérant du bar tabac, qui avait affiché le 4e avis de recherche de Vanessa, vous avez confié à l'époque, il y en a partout des affiches de Vanessa, dans Langrune, dans les rues, dans les commerces, sur les poteaux, tellement qu'on ne les voit même plus. Maintenant, elle est ancrée en nous, Vanessa, elle vit en nous, nous sommes à 400% avec ses parents, on souffre avec eux. Et j'allais te demander s'il y avait encore des traces de ces affiches, mais en fait, on est devant le bar tabac. Il y a toujours ce fameux avis de recherche, appel à témoins plutôt, qui est affiché sur la vitrine, ouais, effectivement, presque 10 ans après. Donc c'est bien la preuve que ça marque toujours. Je pense qu'évidemment les gens en parlent moins qu'à l'époque, mais c'est toujours dans les têtes, je pense, d'une part parce qu'il y a toujours ces affiches. La famille habite là, donc forcément ils vont dans les commerces, quand ils vont on leur en parle. Il y a les affiches toujours sur le portillon de la maison, donc les gens peuvent pas oublier. Et puis je pense que tant qu'on ne saura pas, les gens ici à Langrune se demanderont ce qui lui est arrivé. Tu écris ton premier article avec Annick et Michel, la mère et le beau-père de Vanessa, en décembre 2017, pour les 1 an de sa disparition. Quel souvenir gardes-tu de cette rencontre ? C'est une rencontre, oui, forcément marquante, parce que c'est des gens qui sont forcément dans la peine et dans l'incertitude depuis 1 an. Alors déjà, c'est assez compliqué. C'est pas facile de rencontrer des gens comme ça, on sait qu'ils souffrent évidemment et qui sont complètement quelque part perdus parce qu'ils ont aucun élément pour savoir ce qui est arrivé à leur fille et leur belle-fille. Donc c'est toujours des rencontres qui marquent forcément quand on parle de faits divers, de victimes.
très très marquant. Et eux, d'autant plus qu'effectivement, ils étaient vraiment perdus, c'est le mot que je pourrais employer. Et donc en 2018, quand tu les rencontres à nouveau, ils t'annoncent qu'ils ont déposé plainte contre X pour enlèvement et séquestration et qu'ils vont prendre un avocat pour se constituer partie civile. Qu'est-ce que ça va changer pour eux de faire ça ? Alors ça, c'est une démarche importante parce que quand on se constitue partie civile, ça veut dire qu'on a accès au dossier d'instruction. Donc, ils peuvent savoir où en est l'enquête et ils peuvent éventuellement, par le biais de leur avocat évidemment, faire eux-mêmes ce qu'on appelle des demandes d'actes, c'est-à-dire demander au juge d'instruction d'enquêter éventuellement sur une personne, d'aller rechercher à tel endroit, ils peuvent faire des demandes eux-mêmes et suivre l'évolution de l'enquête. Donc ça, pour eux, c'était important aussi parce que quand on est comme ça dans l'incertitude, si on n'a pas de contact, on ne sait pas, c'est encore pire, je pense. Et donc c'est là où ils vont commencer à mener leur propre enquête en quelque sorte. Alors ils ont profité pas mal du confinement, donc en 2020, le dossier commençait à être assez conséquent et ils l'ont épluché de long en large. Ils se sont penchés sur les relevés téléphoniques qui sont des éléments importants dans les enquêtes, on le sait bien. Et donc ils ont épluché tous les numéros des contacts qui revenaient régulièrement dans les conversations de Vanessa. Ils sont vraiment fait un vrai travail de détective. Ils ont pointé toutes les incohérences entre les éventuelles déclarations des gens interrogés par rapport à ces fameux relevés téléphoniques. Ils ont constitué un dossier et puis Annick, la maman de Vanessa, elle a des dizaines de carnets dans lesquels elle note toutes ses réflexions, toutes ses pistes, c'est assez impressionnant et du coup effectivement ils ont eux-mêmes fait effectivement une enquête parallèle, si on peut dire, de laquelle ils ont tiré des questions à poser au juge d'instruction. Eux, ils ont une piste, ils ont une hypothèse qu'ils soutiennent depuis un petit moment. Oui, c'est vrai. Et au fil de leur enquête, ils sont forgés une conviction, on va dire, sur une personne. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que Vanessa, effectivement, avait rendez-vous avec quelqu'un de son entourage ce matin-là. Et que selon eux, cette personne, effectivement, l'aurait enlevé. L'affaire est choisie pour passer dans l'émission Appel à témoins, qui est présentée par Julien Courbet et diffusée sur M6. Donc je précise que c'est une émission qui est consacrée aux affaires criminelles non élucidées, qui permet aux familles de victimes d'apporter leurs témoignages, complétés par l'avis de spécialistes comme des procureurs ou des enquêteurs. Et les téléspectateurs sont invités à apporter tout témoignage qui pourrait être utile à l'enquête via un numéro vert. Est-ce que les proches de Vanessa, en l'occurrence sa mère et son beau-père, puisque c'est eux que tu rencontrais souvent, nourrissaient beaucoup d'espoir quant à cette émission ? Ça, c'était l'émission qui était la plus grande des toutes, mais il y a eu d'autres émissions consacrées à cette affaire-là. Et en fait, eux, ils sont évidemment partants pour participer à chaque fois, parce qu'ils espèrent à chaque fois que, d'une part, que ça permette de ne pas oublier, et deuxièmement, que ça suscite peut-être un souvenir chez quelqu'un ou un témoignage qui pourrait, pourquoi pas, faire avancer l'enquête. Ouais. Et donc pendant ces émissions, il y a aussi la piste de cette personne dont parlaient la mère et le beau-père de Vanessa, qui faisait partie de son entourage, qui aurait pu potentiellement l'aider par rapport à ses douleurs. Il y a des témoignages qui ont abondé dans le sens de cette piste. Mais malgré ça, cette personne, elle n'a jamais été inquiétée ? Non, effectivement. Alors, je crois savoir qu'elle a été interrogée, qu'elle a été entendue par les enquêteurs, mais à ma connaissance, elle n'a jamais été mise en garde à vue. Donc, pour l'instant, si ce n'est la conviction des parents, on ne peut rien dire sur cette personne, qui effectivement avait été... évoqué lors de ces émissions-là. Mais pour l'instant, peut-être que de nouveaux éléments apparaîtront plus tard, mais pour l'instant, elle n'a pas été mise en cause.
Et toi, dans tout ça, tu continues à prendre des nouvelles de l'enquête? Tu es toujours en contact avec les gendarmes, le ou la procureure là-dessus? Comment on suit un cold case comme ça? Oui, c'est vrai que c'est pas évident parce que les mois passent, les années passent. Là, c'était en 2016, en fin d'année, là, ça fera 10 ans. Donc, l'actualité fait qu'on a d'autres sujets à traiter, évidemment. Mais moi, je suis toujours cette histoire-là. Et puis, en termes d'enquête, justement, je suis toujours en lien avec les gendarmes et le procureur. Alors, il faut savoir que en 10 ans, effectivement, il y a eu plusieurs juges d'instruction qui se sont succédés, plusieurs chefs d'enquête à la gendarmerie, plusieurs procureurs aussi de la République. Donc tout ça ralentit aussi les choses parce que chacun doit reprendre le dossier à chaque fois. Mais moi, je suis toujours là. Donc en tout cas, voilà, je suis toujours cette histoire et je suis toujours en relation avec eux. Ouais. Est-ce qu'à titre personnel, c'est une histoire qui te marque, qui te touche? Je te pose cette question parce que quand on a évoqué ce podcast ensemble, c'est tout de suite cette affaire dont tu m'as parlé. Bah oui, ça me touche. Alors je saurais pas dire pourquoi à proprement parler. Je pense que c'est vraiment ses parents en fait qui me touchent parce que on sent qu'ils sont déboussolés quoi. Enfin parce que des disparitions malheureusement il y en a chaque année. Des faits divers, j'en traite pas mal. Mais quand on a une relation sur le long terme comme ça, depuis 10 ans, avec des gens qui sont partie prenante, enfin victimes, indirectement forcément, obligatoirement, on peut pas rester insensible. Donc ça me touche beaucoup. Ouais. Ces 10 dernières années, tu as beaucoup été en contact avec la mère et le beau-père de Vanessa. Tu les rencontres chaque année à la date anniversaire de sa disparition et tu écris un papier. Pourquoi ce papier annuel et pourquoi c'est toujours toi qui t'en charges ? Alors, c'est moi pour différentes raisons. D'une part, parce que je suis en charge de la rubrique Faits divers à Liberté, donc c'est la première chose. Et la deuxième raison, c'est que je suis cette affaire depuis le début, donc je la connais relativement bien. J'ai une relation de confiance avec les parents, donc voilà. Chaque année, je sais que début décembre, c'est la date anniversaire effectivement de la disparition, donc j'y pense tous les ans. Eux-mêmes parfois me le rappelle, mais donc même si j'y pense. Donc voilà, c'est surtout ça. C'est parce que quand on rencontre des gens chaque année pour parler de la disparition de leur fille, forcément, il y a une relation de confiance qui se crée. Ils auraient refusé de me parler s'il n'y avait pas cette relation-là. Et quand tu vas chez eux, j'imagine que l'émotion est forte. Comment tu fais pour trouver la bonne attitude en tant que journaliste ? Ça, c'est vrai que c'est une des questions qui n'est pas évidente parce que il y a une relation qui se crée, mais en même temps, il faut évidemment conserver la distance journalistique. Mais effectivement, quand je vais chez eux, il y a toujours une petite émotion, parce que, même une grosse émotion, je dirais, parce que c'est des gens qui sont dans la peine depuis 10 ans, dans l'incertitude, qui, quelque part, en fait, ils comptent un peu aussi sur moi pour qu'on n'oublie pas Vanessa. Donc voilà, il y a aussi cette responsabilité-là. Donc c'est pas évident parce que quand on est reçu, on est reçu avec un café, on est bien reçu, voilà. Mais il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Donc c'est assez émouvant et intéressant en même temps. Il y a une phrase qui m'a marquée lors de votre première rencontre, alors que ça faisait 1 an que Vanessa avait disparu. Sa mère t'avait dit « Au début, on compte les jours, puis on compte les semaines. Maintenant, on va compter les années. » Est-ce qu'il y a un moment où tu vas arrêter de faire cet article ? Je pense pas. Tant qu'on ne saura pas ce qui lui est arrivé, on continuera chaque début décembre. Parce que c'est ce qui est complètement fou, en fait, dans cette histoire, c'est que voilà, on ne sait pas. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est comme si Vanessa s'était vraiment volatilisée à 150 mètres de chez ses parents. Et depuis 10 ans, presque 10 ans maintenant, on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Donc je pense que je continuerai tant que je serai ici à Caen et que je serai journaliste à Liberté. Vous
Vous venez d'écouter En Première Ligne, le podcast d'actu.fr qui vous emmène dans les coulisses des faits divers suivis par nos journalistes. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.